Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. À moins de 24 heures de la signature du cessez-le-feu au Vietnam, recrudescence de la guerre. Arrivée ce soir à Paris de M. William Rogers et départ de Paris tout à l'heure de M. Leducto. Nuit agitée dans un lycée de Rouen où 240 internes ont dû évacuer à la hâte leur dortoir à la suite d'un incendie criminel. Le troisième titre principal de cette édition de 13 heures, c'est la fin cette nuit du rallye de Monte-Carlo et la victoire française. Sur le plan de la mécanique, c'est bien Renault le vainqueur du rallye de Monte-Carlo, puisque 3 Alpines sont arrivées en tête de ce 42e rallye, et c'est l'équipage de Jean-Claude Andruet, Riche-Petit, qui a été officiellement déclaré vainqueur d'un rallye marqué ces derniers jours, on avait fini par oublier que le but essentiel d'un rallye, c'est le sport. Ce dernier, heureusement, a pris cette nuit une éclatante revanche en nous offrant le plus beau final que l'on ait jamais vu à Monte-Carlo. Au départ hier soir, des fameuses épreuves de vitesse du parcours complémentaire, avec un col de Turini envahi par des milliers de spectateurs, 7 concurrents pouvaient encore l'emporter. Les 5 Alpines d'Andruet, Anderson, Nicolas, Terrier et Piot, et les 2 Ford Escort de Nicolas et Mäkinen. Andruet, qui possédait au départ 1 minute 44 secondes d'avance sur Anderson, contrôlait sagement la course. Anderson remontait légèrement, Jean-Pierre Nicolas et Anou Nicolas faisaient le forcing, Larousse sur son Alpha effectuait une véritable démonstration en tourisme, Terrier et Mäkinen enfin perdaient du terrain. Et puis, coup de théâtre, Andruet crevait dès le départ de la 4e spéciale dans le Turini et se retrouvait à la 3e place à plus d'1 minute d'Anderson et à 10 secondes de Nicolas, étonnant 2e. Il restait encore 3 épreuves à disputer. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Claude? Et puis j'ai pris un coup de barre en même temps. Non mais qu'est-ce qu'on avait comme qu'est-ce que vous avez enlevé? Parce qu'à l'assistance là-bas ils sont un peu dans à côté de leur godasse. Hein. J'avais perdu là, tu vois, c'était inconduisible. Tu vois, dans la descente, mais tu aurais vu, je faisais des têtes à queue à 20 à l'heure dans les épingles, c'était impensable, je restais sur place. J'avançais pas et je pouvais pas freiner, c'était la patinoire. Andruet pourtant avait tort de se décourager puisque dès l'épreuve suivante, Anderson à son tour tapait de l'avant et perdait de précieuses secondes. Avant le départ de la dernière course de côte, le suspense restait entier. Andruet possédait 14 secondes d'avance sur Anderson et 21 sur Nicolas. On guettait les temps avec impatience, 15-22 pour le Suédois, record battu, un temps fabuleux. Et pourtant, Andruet survolté allait faire encore mieux, le pauvre Nicolas tombant en panne d'essence. À l'arrivée à Monte-Carlo ce matin, c'était donc un véritable triomphe Alpine-Renault. Jean-Claude Andruet Biche, premier équipage français à remporter le rallye depuis 12 ans, précédé 2 autres Alpines, celle d'Anderson et de Nicolas. La Ford Escort de Nicolas était 3e et Piot sur une autre Alpine prenait la 5e place. Et puisqu'on est en sport, restons-y, c'est l'américaine Marilyn Cochrane qui a remporté officieusement le slalom du Kandahar à Chamonix. Il y a du nouveau dans l'affaire de l'Olympique de Marseille. L'ancien président de ce club, M. Marcel Leclerc, a été inculpé ce matin d'abus de confiance par le juge d'instruction du tribunal de Marseille. C'est en principe aujourd'hui que le nouvel opéré du cœur français, M. Georges Caliès, doit cesser d'être alimenté par perfusion pour reprendre une alimentation normale. Pour autant qu'on le sache, l'état de santé du malade est stationnaire. Vous voyez derrière moi la première photo de M. Georges Caliès. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un marailleur de Concarneau. À 24 heures de la signature des accords de paix sur le Vietnam, on n'attend plus que l'arrivée à Paris ce soir de M. William Rogers, le secrétaire d'État américain. M. Rogers sera d'ailleurs reçu demain par le président Pompidou à l'Élysée. M. Leducto, qui a été avec M. Kissinger le maître d'œuvre de ces accords, ne participera pas comme prévu à la cérémonie de signature. Il a quitté Paris ce matin pour Hanoï, après avoir déclaré qu'il aurait très probablement l'occasion d'aller à Saïgon un de ces prochains jours. À Saïgon, l'activité est intense. Ce matin, le président Thieu a réuni tous les généraux sud-vietnamiens dans son bureau du palais d'Oclap et il a donné l'ordre aux 40 000 fonctionnaires sud-vietnamiens d'être à leur poste dimanche prochain. Et puis, au fur et à mesure que l'on approche de la signature du cessez-le-feu, les combats se sont intensifiés. Les Nord-Vietnamiens et les Viet Cong ont lancé 112 attaques la nuit dernière. La plus spectaculaire visait la base de Bien Hoa, à 30 km au nord-est de Saïgon. Une cinquantaine de roquettes sont tombées sur la base. Un soldat américain a été tué. Tout comme l'ultime reprise des bombardements sur le Nord-Vietnam en décembre, ces attaques procèdent probablement d'un raisonnement visant à un effet psychologique.
Ne pas perdre un seul pouce de terrain, ne pas perdre le contrôle d'un seul civil, tel est le mot d'ordre lancé par le président Thieu aux millions de Sud-Vietnamiens qui portent un uniforme. La recrudescence très nette des accrochages depuis 2 jours confirme que jusqu'au cessez-le-feu, les troupes du front vont tenter de grappiller le maximum de terrain et de s'infiltrer dans le plus grand nombre de villages possible. Au nord de Quang Tri, par contre, ce sont les troupes sud-vietnamiennes qui sont sur l'offensive. Elles ont reçu l'ordre de reconquérir le plus de terrain possible en direction de la zone démilitarisée. L'aviation américaine demeure, elle aussi, très active. Hier et dans la nuit, les Viet Cong ont consommé une partie de leur stock de roquettes et d'obus sur des bases sud-vietnamiennes et américaines. On se battra donc jusqu'au dernier moment au Sud-Vietnam. D'ici à dimanche matin, de chaque côté, des hommes mourront et ne connaîtront pas la paix. À Hanoï, 473 prisonniers de guerre américains ont le sourire. Ils savent que d'ici à 2 mois, ils auront regagné les États-Unis. Les équipes médicales américaines viendront les chercher par groupe toutes les 2 semaines pour les évacuer d'abord sur Vientiane au Laos, puis à la base de Clark aux Philippines, enfin sur l'hôpital de San Diego en Californie pour un check-up médical qui sera sans doute doublé d'un débriefing par les services de renseignement américains. Pour ne pas avoir l'impression de revenir de la Lune quand ils rentreront chez eux, le département de la Défense leur a préparé un petit lexique de l'argot 73. Ils vont toucher un bon pactole de leurs soldes accumulés pendant leurs années de prison, mais certains auront des surprises très amères, notamment ceux dont les épouses ont refait leur vie. On commence aussi à s'agiter dans les autres pays de l'Indochine. C'est ainsi que le gouvernement cambodgien a décidé de suspendre toutes les opérations offensives au moment où la guerre du Vietnam s'arrêtera dimanche à 0 heure et toutes les unités sud-vietnamiennes qui se trouvaient encore au Cambodge vont évacuer les régions qu'elles occupaient. Quant aux Américains, pour eux, la page est déjà tournée depuis un bon moment. De Washington, notre correspondant permanent, Michel Enfroy. À la veille de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, l'opinion publique américaine est en général satisfaite des clauses de l'accord qui sera signé à Paris, des clauses qui concernent directement les États-Unis. Évidemment, il se trouve certains Américains pour regretter que cet accord ait été signé un peu trop tard. Si on avait signé cet accord il y a quelques mois, on aurait évité bien des morts supplémentaires inutiles et surtout les bombardements de Hanoï et de Haiphong. Mais puisque la paix est revenue aux États-Unis pour la première fois depuis longtemps, eh bien, il y a lieu de s'en montrer satisfait et je crois que c'est le cas vraiment de 99% des Américains. Les Américains ont le sentiment d'en être sortis, sont soulagés. Voilà ce qu'ils ressentent surtout. Les prisonniers vont rentrer avant 15 jours, les combats s'arrêtent. Car dans cet accord, ce que les Américains voient avant toute chose, c'est qu'ils sont sortis de cette affaire, que la guerre du Vietnam, qui durait depuis plus de 10 ans, est terminée pour eux. Alors, consciemment ou inconsciemment, les Américains refusent de voir au-delà de ce désengagement militaire qui était tellement attendu, tellement espéré depuis plus de 4 ans. Leur attitude maintenant est plus proche de celle de Ponce Pilate. Ils se lavent les mains en quelque sorte de ce qui pourra se passer dorénavant en Asie du Sud-Est. Mais nombreux sont quand même les commentateurs et les experts de politique internationale aux États-Unis qui se demandent si en cas de 3e guerre d'Indochine, les Américains pourront rester à l'écart et faire semblant d'ignorer ce qui va se passer en Asie du Sud-Est. À quelques heures de la signature de ces accords de paix, demain à 11 h, avenue Kléber, 24 heures sur la une vous présentera ce soir à 21 h 40 une grande émission intitulée La longue marche vers la paix ou 32 ans de conflit en Indochine, une émission réalisée par Thierry Tsitivo et Roger Pic. Ce soir, 21 h 40. En prévision des prochaines élections législatives, notre confrère François publie aujourd'hui le 2e sondage national réalisé par l'IFOP. Dans l'ensemble, ce nouveau sondage démontre une certaine stabilité des opinions. 40% des personnes interrogées sont fidèles à la majorité, 13% des voix iraient aux réformateurs et 45% à la gauche. À noter que dans ces 45%, les socialistes sont en augmentation de 1%, ils arrivent à 23% aux dépens des communistes, 20%. Le PSU conserve, lui, ses 2%. Il est intéressant de rapprocher cette nouvelle avance des socialistes par rapport aux communistes des déclarations faites hier soir à Saint-Denis par M. Georges Marchais, qui commentait les travaux du comité central du PC. Pour M. Marchais, il faut que le Parti communiste reste le plus fort parti à gauche, et voter communiste au premier tour, ce sera, dit-il, donner sa meilleure chance de succès au programme commun.
Les 240 internes du lycée Pierre Corneille de Rouen ont eu cette nuit une nuit agitée et qui aurait pu d'ailleurs se terminer tragiquement. Pour la deuxième fois en 48 heures, un incendie criminel a été allumé en pleine nuit. De plus, l'électricité et le téléphone avaient été coupés et les élèves enfermés à clé dans leur dortoir ont dû enfoncer des portes pour évacuer le bâtiment. Il a fallu 1h30 d'efforts aux pompiers pour maîtriser l'incendie. La police judiciaire essaie maintenant de déterminer si c'est l'acte d'un ancien élève renvoyé ou d'un pyromane dangereux. Son nom l'indique, et il est à moitié classé monument historique. Le feu s'est déclaré cette nuit pour la seconde fois en 48 heures, puisque c'est le second incendie criminel qu'il y ait en 48 heures ici. J'ai à côté de moi le chef du service du personnel qui a lui-même alerté les pompiers. Vous habitez ici, hein? Oui, j'habite là en face, oui. Est-ce que c'est facile d'entrer dans ce lycée? Facile. Il y a certains coins où ça peut être facile par des types qui veulent vraiment faire un mauvais coup. Mais enfin, autrement, non, je ne crois pas. Il devait bien connaître le lycée quand même. Oui, oui, certainement que ce type-là devait connaître le lycée. Moi, j'en ai l'impression. Un ancien élève? Je ne peux pas dire, vous savez. Hein. Et vous avez combien d'internes ici? Ici, 240 internes. 240. Et les 240 étaient là et on dit que les portes étaient fermées à clé. Les portes sont fermées à clé, c'est exact, le soir, après la première ou seconde ronde du veillère. Mais à l'intérieur de tous les dortoirs, il y a à chacune des portes, des deux issues, une clé de sécurité sous verre dormant. Et les élèves du dortoir 4 ont utilisé ce moyen de sortie immédiatement en cassant la vitre et en prenant la clé où elle était. Ce n'est pas la première fois que vous êtes incendié ici, puisqu'il y a 48 heures Il y a 48 seulement. heures. Il y a déjà eu des tentatives de ce genre dans la salle des professeurs et avec aspersion de combustible liquide dans pas mal de salles de classe. Est-ce que vous pensez que ça peut être un élève, un ancien élève renvoyé? On ne peut faire aucune hypothèse à ce sujet. Apollo, c'est fini. Et pourtant, on en parle encore et on en parlera encore. À travers le monde, des centaines de laboratoires essaient quotidiennement de percer les secrets que renferment les échantillons lunaires rapportés par les diverses missions Apollo. Et puis, avec un peu de retard, mais ça en vaut la peine, vous allez le voir, la NASA vient de rendre public un document inédit tourné par l'équipage d'Apollo 17. Cette image du décollage de la Lune, vous l'avez vue le 14 décembre au soir. Cernan et Schmitt, après 76 heures passées sur notre satellite naturel, repartaient rejoindre Evans qui les attendait à bord de la cabine Apollo avant de rentrer vers la Terre. Mais ce décollage a été filmé aussi depuis le LEM. Et pour la première fois, nous voyons ici à gauche l'embase de départ, la partie inférieure du LEM qui a servi de plateforme de départ, et aussi les traces de roues du LEM sur le sol lunaire. Et en haut de cette image, les petites taches blanches, c'est l'ALCEP, le laboratoire lunaire, abandonné sur place. Des images particulièrement étonnantes et que nous ne connaissions pas jusqu'à présent. Et puis, filmé depuis la cabine Apollo, nous allons voir le rendez-vous entre le LEM que voici, sa partie ascensionnelle, et la cabine Apollo. Et en regardant bien cette image, à gauche et à droite de ces gros yeux que sont les hublots, vous pourrez voir les petites fusées d'attitude s'allumer par instant pour corriger la trajectoire du LEM. Le retour, vous le savez, ça fait sans histoire, de très belles images donc, mais aussi du travail pour tous les savants de la Terre qui s'intéressent à la Lune. Des images qu'on ne se lasse pas de regarder. D'ailleurs, ce n'était là qu'un extrait. L'intégralité de ce document vous sera proposée ce soir dans notre édition de 19h45. Les présentations des nouvelles collections de mode se suivent et ne se ressemblent pas. Nous vous présentons aujourd'hui la collection de Jacques M. Jacques M, après 4 ans de mise en sommeil, prend un nouveau départ avec le styliste Serge Lepage. Et c'est lui qui commande ses modèles avec Bérengère Dautin, sociétaire de la Comédie Française. Bérengère, oui. Je pense que vous aimerez beaucoup ce tailleur. Il est nouveau ça pour cet été, enfin printemps. Oui, il est nouveau au point de vue ligne. C'est 3 pièces, non? Oui, bien sûr, il y a 3 pièces. La petite veste, la jupe à godet d'un sein. Ah, et la ceinture, ça c'est une trouvaille. Qu'est-ce que c'est comme tissu? C'est léger, ça? C'est extrêmement léger. C'est un petit lainage vert avec un petit dessin blanc. Alors voilà une robe du soir. J'appelle ça un peu décontractée. Le dos. Mais elle a beaucoup de classe. Elle est toute en toile tricolore. Elle m'impressionne un peu cette robe. Elle est tellement. Ah bon, il ne faut pas.
fait là, une ligne, une rigueur. Ah, j'adore ces lignes-là. Regarde, en fait, ce qui me plaît bien, c'est qu'elle est quand même un petit peu coquine. Ça, Ah. c'est très très bien. J'aime bien ça. Ah, mais ça, c'est pour l'après-midi, Serge. Oui, l'après-midi, et encore le plein soleil, cette robe est en toile, la jupe est en toile et le haut en fin jersey. Ah, mais c'est ça donne toutes les ans, ça, alors. Ça, c'est une pure merveille. Et vous aimez les tons de gris, J'aime beaucoup, de c'est bleu, oui, c'est un côté aussi toute un cette petit peu broderie, hindou, un peu exotique qui me plaît bien. ce Fait point rêver un argent. peu. J'aime beaucoup ça. Alors c'est de l'organza en C'est fait. les romantiques, c'est l'organza. L'organza rebrodé, oui. Avec tout un tas de feuillages gris, vert et argent. J'aime tellement ça. Oh, c'est extraordinaire. Comme chaque vendredi, je vous propose de prendre connaissance maintenant de notre bulletin d'enneigement. La situation s'est améliorée dans les stations et si nos précédents bulletins d'enneigement manquaient un peu de neige, ce n'est pas le cas, vous allez le voir, de celui-ci. La situation s'améliore lentement dans les stations de sport d'hiver des Alpes du Nord, où quelques chutes de neige ont été enregistrées ces derniers jours. Sur les panneaux que vous allez voir maintenant, le premier chiffre indique la hauteur de neige sur les champs de ski. Le second, la hauteur de neige au sommet de la plus haute piste ouverte. Ainsi, en Haute-Savoie et en Savoie, excepté dans 3 stations, la neige est très poudreuse. À 1200 mètres d'altitude, entre 25 et 40 cm de neige. À 2000 mètres, on trouve entre 60 cm et 1 mètre de neige. Isère, neige poudreuse. Ici, l'altitude n'est pas un critère, les hauteurs de neige se répartissant très irrégulièrement suivant les stations. Ainsi, à l'Alpe d'Huez, dont vous voyez des images actuellement, on passe de 40 cm à l'altitude 1800 jusqu'à 3,50 m à l'altitude 3000. Alpes du Sud, neige poudreuse. À 1600 mètres d'altitude, 70 cm de moyenne de hauteur de neige. À 2400 mètres d'altitude, environ 1 mètre de neige. Pyrénées, neige poudreuse. Ici, l'altitude n'est toujours pas un élément déterminant suivant les stations. L'exposition, l'ensoleillement. On peut trouver à 1700 mètres d'altitude, 55 cm ou 1,60 m de hauteur de neige. Massif central, neige poudreuse. Sur les champs de ski, 25 à 60 cm de neige en haut des pistes, 60 à 80 cm. Enfin dans le Jura, à 1000 mètres, 20 cm de hauteur de neige. À 1600 mètres d'altitude, 80 cm de hauteur de neige. Bon ski si vous avez la chance de pouvoir y aller. Nous continuons aujourd'hui la présentation d'un certain nombre de personnalités politiques représentant les différentes tendances engagées dans la campagne électorale. Aujourd'hui, M. Gilbert Grandval, président de l'Union travailliste. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. La prophétie accomplie, sur des journaux hier encore clandestins, le visage des chefs de la résistance. Pour la région C, 8 départements des Vosges aux Ardennes, le colonel Grandval. Cette vitrine qui se trouve dans le sanctuaire de la résistance française au musée de l'Ordre de la Libération retrace une grande partie de l'histoire de la région C. J'y retrouve d'ailleurs mon poste émetteur, mon poste récepteur radio, ma mitraillette. J'y retrouve aussi le drapeau de la région qui vit le jour à Nancy. C'est une région dans laquelle le plan vert, c'est-à-dire le plan de destruction des voies ferrées et des voies de communication ennemies, a parfaitement fonctionné, puisqu'ainsi que l'a souligné le général Eisenhower, c'est une région dans laquelle les trains allemands se déplaçaient à la vitesse d'un homme au pas. C'est vous dire que les destructions ont été importantes et nombreuses.
Gilbert Grandval a une réputation de lutteur, de fonceur. Vous paraît-elle justifiée? Ah oui, tout à fait. Je l'ai rencontré pendant la guerre, et notamment pendant les 6 derniers mois. Il était chargé de la région de Nancy, qui était une région interdite, très difficile. Et nous avions chaque dimanche à Paris un rendez-vous auquel il venait en traversant des séries de barrages extrêmement dangereux. Il n'a jamais manqué un rendez-vous. Dans Nancy libérée, première rencontre avec De Gaulle. Fait compagnon de la libération, Gilbert Grandval, après avoir commandé la 20e région militaire, deviendra gouverneur de la Sarre, puis haut représentant et ambassadeur. Dans cette Sarre où grandiront ses 3 enfants, 10 ans d'une leçon de choses politiques encore actuelle. Oh, je ne sais bien, pour les jeunes, et même parfois pour les moins jeunes, l'instabilité d'autrefois, vieille maintenant de 15 ans, a parfois sombré dans l'oubli. Eh bien pour moi qui, pendant les 10 années passées en Sarre, ai connu 22 gouvernements, je puis vous dire que les institutions dont le général de Gaulle a doté la France sont des institutions qu'il faut absolument sauvegarder, car autrefois, il n'y avait pas d'État, disons presque qu'il n'y avait plus de France, tant les choses allaient à l'abandon. Que faire en effet quand les gouvernements s'écroulent comme autant de châteaux de cartes? L'objectif était un objectif européen, puisque mon dessein, également celui du gouvernement sarrois, a été, vers les années 50, de faire de la Sarre un véritable District of Columbia de l'Europe. On a choisi Luxembourg à titre provisoire. Ce provisoire, vous le voyez bien, dure depuis 20 ans. 1955, mission au Maroc. Réparer l'erreur de la déposition de Mohamed V, restaurer l'amitié des 2 pays, le résident général Grandval a un plan que paralyse l'inconsistance du système des partis. Aussi va-t-il démissionner avec éclat. 1962, l'année de la paix en Algérie, du référendum décidant pour l'avenir de l'élection du président de la République au suffrage universel. Un tournant décisif. Gilbert Grandval sera durant 4 ans le ministre du Travail du général de Gaulle. Mon passage au ministère du Travail a été une des grandes périodes de ma vie. D'abord parce que j'étais le ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Ensuite parce que j'ai été là au contact avec tous les problèmes qui touchent à l'homme. Son principal résultat a été la création du Fonds national de l'emploi. C'est l'organisation qui, la première, a permis de faire en sorte que des salariés, des ouvriers, puissent changer de métier et puissent le faire sans être au chômage, ce qui est évidemment très important. Il a également beaucoup agi pour que les comités d'entreprise soient consultés et informés en ce qui concerne la marche de l'entreprise. Il s'est aussi occupé de questions importantes comme le travail féminin, comme la concertation également, et la participation. C'est un homme qui en réalité est non seulement un fonceur et très courageux, mais c'est un homme qui a toujours, d'instinct, voulu se ranger du côté des faibles, je dirais contre les puissants. Et à cet égard, si j'avais un mot à employer pour cet homme très capable, très compétent, je dirais que c'est avant tout, et ça a été sa caractéristique sous la Résistance, et ça a été sa caractéristique au gouvernement, et toujours, c'est un homme indomptable. Gilbert Grandval était un homme de contact, qui essayait de comprendre, qui essayait de percevoir les réalités de la vie syndicale. Mais son problème, c'est celui-ci. Ministre du Travail, essayant de réaliser une politique de gauche, parce qu'il était gaulliste de gauche, la difficulté de Grandval fut d'être gaulliste de gauche dans un gouvernement et avec une majorité qui était de droite. Voilà le problème de Grandval. Pour s'être souvent heurté au mur de l'immobilisme, des privilèges,
Gilbert Grandval décide de regrouper et fédérer les gaullistes de gauche. C'est en octobre 71 à Toulon, la fondation de l'Union travailliste. Son but, doter la majorité d'un véritable contrepoids au ralliement parfois tardif d'éléments conservateurs. Ce meilleur équilibre ne serait-il pas un atout pour la prochaine consultation? Plus d'un an après cette tentative, ce grand dessein de Toulon, où en sont les gaullistes de gauche? Mon action se situe toujours dans la majorité, mais pour en changer le visage. Cette majorité, telle Janus, cette divinité de la Rome antique, a en effet deux visages. Un visage conservateur, je le condamne et le regrette, et un visage progressiste, je l'approuve et je l'appuie. Ce visage progressiste, c'est le fait de cette gauche de l'action qui reconnaît le fait majoritaire et que j'oppose à cette gauche du rêve, à cette gauche socialo-communiste, utopique, archaïque et dangereuse, et que je condamne. Mon intention, maintenant, pour les élections et par la suite, est de donner la primauté à ce progressisme dans la majorité. Il n'est pas trop tard, selon vous? À mon avis, il n'est pas trop tard, et je puis vous dire que j'ai vu des tas d'hommes de gauche, et même des socialistes, qui m'ont nettement affirmé l'anticommunisme, et qui m'ont bien dit qu'il n'était pas question pour eux, ici ou là, de faire quoi que ce soit qui risque de faire passer le candidat communiste. En fait, ce qu'il faut maintenant, c'est que se mobilisent une fois encore les forces gaullistes, les forces de progrès. Les gaullistes, ça n'est pas, en dépit de ce que certains pensent, une vieille garde. Et ils seront présents dans ce combat tout proche. Ils seront présents pour sauvegarder les normes acquis économiques et sociales. Ils seront présents pour sauvegarder l'indépendance nationale et encore une fois le rayonnement de la France. Ils seront présents en un mot pour remporter la victoire. Voilà, Monsieur Grandval, est-ce que ce n'est pas avant tout le portrait d'un gaulliste? C'est le portrait d'un gaulliste, mais d'un gaulliste progressiste. Un progressiste n'est jamais satisfait par ce qui est accompli. Il faut aller de l'avant. Dans le domaine social, il faut réviser les conditions de travail, le processus inhumain des licenciements, les conditions d'accès à la retraite. Il faut doubler le minimum vieillesse. Il faut aider les artisans et les commerçants à s'adapter au progrès économique. Il faut respecter les droits légitimes des anciens combattants. Il faut faire progresser l'intéressement, mais aussi la participation à la gestion des entreprises. Bref, vous avez du travail. Il y a du travail d'ailleurs. La politique, c'est du travail. Il faut absolument également faire respecter les lois qui existent et pour cela renforcer l'inspection du travail. Voilà le sens de mon action. Et voilà du même coup évoquer le sens des prochaines élections, l'affrontement entre l'ordre et le mouvement. Mais l'ordre n'est pas là où l'on croit. L'ordre qui nous menace, c'est l'ordre communiste. Et devant ce danger, nous devons faire triompher le mouvement avec Georges Pompidou. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous aimeriez revenir? Eh bien, je voudrais, cher monsieur, d'abord remercier Jean Cossec et son équipe, réalisateur de ce film qui évoque, par le général de Gaulle, de très grands souvenirs. Je voudrais aussi remercier Jacques Chaban-Delmas, que j'ai écouté avec émotion, et Eugène Deschamps pour leur participation. Et je voudrais enfin dire que, bien sûr, ce film, c'est le passé, mais il a le mérite de montrer que j'ai toujours été tourné beaucoup plus vers l'action que vers la parole. Je vous remercie.
Lundi prochain, 29 janvier, vous verrez le portrait de M. Alain Perfit, secrétaire général de l'UDR. Il est temps maintenant de rejoindre à la Bourse de Paris Michel Tardieu qui nous y attend. À vous, Michel. Eh bien, Claude, la bourse est un petit peu hésitante aujourd'hui. Je dirais qu'elle est plutôt irrégulière, non pas pour des raisons intérieures, mais en raison de ce qui se passe sur les marchés d'échanges internationaux. Le groupe des 20, vous savez, les 20 qui sont chargés de réaliser la réforme monétaire du système monétaire international, la réforme du système monétaire international, se sont séparés hier sans avoir beaucoup avancé. Et M. Volcker, le secrétaire au Trésor américain, a simplement dit que des progrès avaient été faits sur le plan intellectuel. Alors pour les financiers, le plan intellectuel, ça ne signifie pas grand-chose. Ce qui les intéresse, c'est de savoir s'ils doivent acheter ou vendre. Et pour l'instant, ils ne savent pas très bien, et c'est ce qui les ennuie bien sûr, et c'est ce qui fait que sur la bourse aujourd'hui, on assiste à une certaine réserve. M. Volcker a dit aussi qu'il fallait démonétiser l'or et qu'il fallait arrêter de se servir du métal comme référence monétaire pour remplacer par d'autres étalons. Eh bien, ces déclarations de M. Volcker n'ont pas eu beaucoup d'effet sur le marché du métal, car vous pouvez le constater, aujourd'hui, on bat encore des records sur toutes les pièces, que ce soit la pièce suisse, que ce soit les autres. En revanche, le métal au kilo est un peu moins brillant, encore qu'il monte aussi, la barre et le lingot montent tous les deux, mais les opérateurs sont un petit peu plus hésitants sur le kilo que sur les pièces. Il semble en ce moment qu'il y a une demande assez forte parce que précisément dans tous les pays, on se demande un petit peu ce qui va se passer sur le plan monétaire et les incertitudes sur les marchés suisses, qui sont actuellement l'exemple le plus remarquable de l'incertitude dans laquelle tout le monde se trouve, sont évidemment un indicateur qui n'échappe à personne. En ce moment, on se demande si les Suisses vont finir par faire un double marché d'échange ou pas. Et évidemment, ce serait là encore un pas très remarqué puisque la Suisse a traditionnellement été le pays de la liberté d'échange. Donc cette incertitude monétaire explique en grande partie les cours que vous voyez. Non pas que la bourse soit mauvaise, il y a des hausses, il y a même certaines hausses assez sensibles comme celle de Pricel, mais on est beaucoup plus irrégulier que les jours précédents. Les problèmes monétaires ont aussi retenu l'attention hier des spécialistes de l'assurance qui se sont réunis en congrès international à Paris sur l'assurance vie et qui se sont penchés tout particulièrement, précisément, sur les façons d'indexer les contrats d'assurance pour qu'ils ne souffrent pas de l'érosion monétaire qui fait courir bien sûr des risques aux assurés. La CGE était encore en baisse à l'ouverture. Le Michelin se replie un petit peu. En ce qui concerne le Michelin, on a publié ce matin des informations disant que la société devrait investir plus de 2 milliards de francs dans des usines nouvelles pendant la période 72-75, ce qui représente des investissements de l'ordre de 6,80 du chiffre d'affaires. C'est peut-être ce qui a inquiété certains investisseurs aujourd'hui. Toujours pour rester dans le domaine des pneus, à signaler que Dunlop et Pirelli ont un petit peu clarifié leur rapport. Les choses allaient assez mal entre les deux partenaires. En effet, les Anglais de Dunlop commençaient à dire qu'ils ne voulaient pas couvrir les pertes de Pirelli, pertes qui ont été importantes en 72. Alors aujourd'hui, on sait qu'il n'y aura pas de divorce. Les deux sociétés vont continuer à coopérer. Elles vont essayer même d'étendre leur coopération, mais les Anglais ne veulent plus répondre des dettes des Italiens. Et c'est le holding, la société mère italienne de Pirelli, qui devra faire face à toutes ces dépenses. Vous avez vu que les cours de Peugeot étaient en léger repli, pourtant la société annonce des bons résultats 72, progression de 8% des ventes, et vous le savez, l'automobile française a battu des records sur tous les plans en 1972. Pour finir, le Pinet lui aussi bat un record absolu à 206,70 puis 207 contre 205,10. Bien sûr, le record du Pinet suit le record du Napoléon. Ici la Bourse de Paris, à vous Claude Brovelli. Avant de vous quitter, je peux vous dire qu'il y aura cet après-midi une ultime réunion des experts des 4 délégations signataires de l'accord sur le Vietnam, accords qui seront signés demain à 11 h, avenue Kléber à Paris. Mesdames et messieurs, cette édition de 13 h est terminée. Merci de votre attention et bon après-midi.